Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda regional sobre mejores prácticas para la inclusión indígena. Soyez les bienvenus à cette table ronde régionale Quisiera mencionar que contaremos con interpretación simultánea sur les del español al recommandations inglés pour les y meilleures traducción a pratiques lo pour largo de l'inclusion todo des el peuples evento. originaires. Para quienes Avant de participan, commencer, nous vous pueden leer el rappelons menú que que se nous encuentra en el avons une soporte web y interprétation seleccionar el idioma de euh, preferencia. en Respecto al français et traducción en et en español, espagnol. le français sera disponible pendant toute la durée de l'événement. Pour activer cette fonction, sélectionnez l'icône du mot en bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre préférence. Simultaneous interpretation in English, Spanish, and French will be available throughout the event. To activate this function, select the world icon at the bottom of your screen and then select the language of your preference. También quisiera mencionar que estaremos Je grabando el voudrais également mentionner que nous allons enregistrer cet événement et qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir avec nous Juliana Serrano qui va faire un rapport graphique de notre événement. J'invite Juliana à nous expliquer rapidement le travail qu'elle va faire. Hola, buenos días a todos y a Bonjour à vous todas. tous. El día de hoy estaré realizando un ejercicio Aujourd'hui, je visual vais réaliser un rapport graphique. con Il ilustrados s'agit d'un y exercice pendant ilustradas con lequel participantes del día j'enregistrerai de hoy. toute Entonces l'information vamos a partagée par les comenzar panélistes aujourd'hui. en este momento. Nous allons Bueno, commencer avec l'écran comme on le voit en ce moment, avec un écran blanc con la qui información plus que vamos tard a va avoir compartir des en este illustrations video. avec l'information Allí qu'on nous vamos a poder partagera. demostrar C'est de un forma exercice visual vivant et à lo que la vamos a fin de enseñar en l'événement, pantalla. j'espère vous montrer un rapport visuel avec les trouvailles, les résultats les plus importants. Perfecto. Muchas gracias, Juliana. Estamos muy emocionados de ver el Parfait, resultado de tu merci trabajo. beaucoup, Juliana. Antes de continuar, Nous solo serons quiero destacar que impatients de voir les este résultats evento de va a ton ser en travail. plataforma Avant de commencer, je voudrais en simplement vous dire que nous allons partager sur le chat de la plateforme de incluye l'événement la biografía dans de les todos trois los langues le participantes programme qui del inclut la panel. biographie de tous les Asimismo, participants autochtones dans ce también panel. la opción de Et je votar veux également vous inviter tenemos à la utiliser la posibilidad fonction de al final questions et de réponses de la del plateforme panel para las au cas preguntas où del nous público. aurions du temps à la fin du panel pour les questions du Ahora public sí, quisiera destinées aux pasar la panélistes. palabra Maintenant, al sans plus, je vais embajador céder de Canadá la en México, parole à Torsten Monsieur Clark. Graham Clark, ambassadeur du Canada au Mexique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais commencer par reconnaître les peuples autochtones qui, depuis le début, ont, ont habité les terres dont on se joint aujourd'hui à ce dialogue, à toutes les générations de personnes qui ont géré ces terres sur lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Je veux vous transmettre mon profond respect et reconnaître votre connexion historique avec cet endroit. Ce panel a lieu 5 jours avant le jour de la réconciliation. La journée nationale de la vérité et la réconciliation a lieu chaque année pour reconnaître le héritage des peuples originaires et le processus douloureux qu'ils ont dû traverser. C'est une journée pour honorer les survivants et les enfants qui ont été perdus pour toujours. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation offre aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de réfléchir et de s'informer sur les séquelles causées par les pensionnats. La réconciliation et l'inclusion ne sont pas la responsabilité des peuples autochtones, mais celle de nous tous. Il nous incombe de continuer à écouter et à apprendre. Como Embajada de Canadá en México, nos hemos dedicado a ofrecer plataformas En que tant qu'ambassade du Canada au Mexique, nous devons créer des plateformes pour l'échange entre les peuples autochtones et la construction de dialogues qui nous orienteront vers le chemin de la réconciliation et l'inclusion. Nous nous sommes connectés avec les ambassades de la Colombie, la Bolivie, le Panama, le Pérou, des pays qui nous sont chers pour échanger les expériences entre les activistes autochtones
du continent américain, de 7 pays, sur le thème de la réconciliation autochtone. Ces dernières années, nous nous sommes centrés sur les solutions flexibles fondées sur les priorités des peuples autochtones. Le Canada se fonde sur le principe de rien pour nous sans nous. Une collaboration véritable, l'inclusion et la participation significative des peuples autochtones sont indispensables. Así que estamos aquí para escucharlos. Donc, nous sommes là pour vous écouter. Je suis certain que nous apprendrons tous énormément de vous tous. Merci. Je te cède la parole, Marianne. Embajador. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais à présent vous présenter Andrew Ink, conseiller des affaires politiques et publiques dans l'ambassade du Canada au Pérou. Andrew va modérer la table ronde. Je te cède la parole, Andrew. Merci beaucoup, Mariana. Merci beaucoup à l'ambassadeur Clark pour ses mots d'ouverture. Ici, dans l'ambassade du Canada à Lima, nous réitérons l'engagement de toutes les ambassades et du gouvernement du Canada pour contribuer au processus de réconciliation, non seulement dans le Canada, mais dans tous les pays, comme au Pérou et en Bolivie. Une manière de d'agir dans ce sens, c'est de veiller au dialogue entre la société civile et les peuples autochtones de nos pays. Par exemple, il y a un mois, l'ambassade du Canada a facilité la participation de l'ex-délégué pour la Commission pour la vérité et la réconciliation au Canada avec les ex-délégués du Pérou, de la Colombie et du Guatemala. Un autre exemple en est le rôle qu'a joué le programme de logement des stagiaires autochtones dans notre ambassade. Par exemple, la personne qui est à côté de moi, qui va vous adresser la parole un peu plus tard. Ce programme existe depuis 4 ans et nous permet de faciliter l'inclusion de professionnels autochtones dans notre reportage, dans notre programmation et dans notre défense. Et c'est dans ce sens que nous voulons lancer le dialogue ce matin. Nous aurons 7 présentations dans les 45 minutes suivantes. Nous allons procéder en ordre alphabétique. Et pour commencer, je voudrais présenter Angela Lavalley, qui est représentante des Premières Nations au Manitoba. Elle est âgée de 9 mois, elle est entrée dans le monde des esprits. Comme tant de femmes, de filles et de bies spirituels autochtones assassinés et disparus, la perte de Zéline s'est accompagnée de nombreuses formes d'injustice et de questions sans réponse. Cela a déclenché chez Angela la volonté d'obtenir un baccalauréat en résolution de conflits et justice pénale, ainsi qu'une maîtrise en travail social. Toutes les biographies seront dans le document que nous vous avons partagé. Sans plus, je voudrais céder la parole à Angela. Bonjour, je vous parle depuis les territoires du traité 1. Je voudrais reconnaître les personnes qui ancestralement ont vécu dans cette zone. Et nous avons également le privilège d'avoir accès à de l'eau propre des territoires numéro 3 grâce à un accord qui avait été établi précédemment. Je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de diversité dans nos
communautés autochtones et chacun de nous a sa propre manière de faire les choses. Malheureusement, ce qui nous réunit parfois, c'est les atrocités qui ont été commises par le passé. Je voudrais reconnaître mes ancêtres et les survivants des écoles résidentielles, ainsi que les personnes qui n'ont pas réussi à survivre dans ces écoles résidentielles. Je n'ai que 5 minutes, donc je voudrais vous parler un peu de la réconciliation. Je voudrais vous expliquer ce qui se passe dans notre communauté, mais pas forcément dans toutes les communautés autochtones. Nous avons vu, par exemple, que la guérison est belle, l'amour et la réconciliation, c'est quelque chose de très beau qui nous aide à recréer notre culture en établissant des alliances, en travaillant avec les institutions qui unissent tous nos enfants afin que l'on puisse créer des chemins pour guérir, nous comprendre, nous soutenir, nous connecter entre nous en reconnaissant que lorsque les enfants se réunissent dans le monde entier, c'est quand même une guérison pour le monde entier. En tant qu'activistes, nous devons tous être conscients de la minimisation qui a été faite des expériences des peuples autochtones. Assez souvent, les organisations autochtones sont préoccupées parce que nous devons toujours répondre aux symptômes du génocide. Nous répondons aux atrocités qui ont été commises dans les écoles résidentielles. Nous répondons à ce qui s'est passé dans les années 60 avec l'extraction forcée des enfants de leur foyer. Nous répondons à ces symptômes de racisme institutionnel. Et tous ces symptômes, c'est quelque chose qui mène vers des problèmes comme la crise avec les drogues, les problèmes des personnes sans abri. Nous continuons tous à vivre l'impact de ce qui s'est passé il y a longtemps au Canada. Et beaucoup de peuples autochtones sont également surreprésentés dans les prisons. Par ailleurs, nous avons le problème de l'exploitation sexuelle, la traite de personnes. Il y a beaucoup de femmes et de personnes autochtones qui se sentent comme des réfugiés dans leur propre territoire. Nous sommes des réfugiés dans le Canada même. Nous avons des organisations autochtones qui soutiennent l'esprit, qui soutiennent notre esprit, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Parce que nous devons pouvoir réagir à ce que nous avons vécu en tant que peuples autochtones. Nous devons pouvoir communiquer entre nous. Assez souvent, les communautés ne parlent pas des atrocités qui ont eu non seulement un impact historique, mais qui continuent à avoir un impact encore aujourd'hui. Nos communautés continuent à souffrir de tout ce qui s'est passé de diverses manières. Donc, nous devons continuer avec ce processus de récupération et de guérison. Nous, nous avons ce qu'il faut pour autonomiser les communautés, autonomiser tout le monde. Nous devons trouver la manière de mettre de guérir. Nous sommes tous importants. Nous devons tous établir des institutions qui nous soutiennent. Non pas des institutions qui nous limitent, mais des institutions qui nous aident à grandir, à nous développer. Nous avons besoin de nos propres espaces. Notre famille souffre, nos familles souffrent dans leur propre terre. Et nous aimerions avoir des relations avec les peuples autochtones du monde entier. Une leçon que nous avons entendue quand nous avons parlé avec les gens, par exemple, par rapport avec que l'eau, par exemple, ne nous sépare pas des autres continents ou des autres peuples autochtones. Au contraire, c'est l'eau qui nous unit ainsi que la terre-mère. La terre-mère nous connecte tous. Nous oublions assez souvent que nous sommes tous humains et que nous avons des nécessités humaines. Mais comment pouvons-nous faire pour satisfaire nos nécessités de manière mutuelle? Lorsque nous nous tournons pour voir nos familles, nous voyons qu'ils sont souvent discriminés.
C'est pour cela que nous voulons nous assurer de soutenir les peuples autochtones pour qu'ils aient l'opportunité d'évoluer sur leur propre terre. Pourquoi sommes-nous si accablés? Nous devons nous aider ensemble à être connectés afin de rendre tout le monde conscient que nous sommes tous importants. On se demande pourquoi les sites d'enfouissement sanitaire ne sont pas recherchés alors qu'on sait qu'il y a des femmes autochtones qui ont disparu dans ces sites d'enfouissement. Nous devons respecter les peuples autochtones sans oublier le concept de justice. L'inclusion recouvre beaucoup de thèmes. Merci pour le temps et l'espace que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angela, pour ces mots de bienvenue si puissants et pour avoir souligné l'importance d'utiliser non seulement cet espace pour consolider les connexions entre ceux qui luttent pour avoir une vie digne. Nous sommes définitivement conscients de la difficulté d'organisation comme la vôtre qui parfois ont besoin de plus de soutien pour pour réaliser leur travail. Donc, c'est important de pouvoir nous aider mutuellement dans ce sens. Nous allons à présent céder la parole à Toribio Sanchez. Vikut est un jeune du peuple Awajún. C'est le 4e représentant du programme professionnel autochtone originaire de la région de l'Amazonie. Il a fait des études en économie et gestion environnementale dans l'université Antonio Orovis. Sa biographie complète est sur le chat. Je lui cède donc la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots dans ma langue, la Wahun. Je vous dis bonjour avec plaisir aujourd'hui dans une date si importante où nous collaborons avec différentes institutions. Et maintenant, je vais partager un texte que j'ai préparé pour échanger avec vous tous. Réconciliation avec les peuples originaires. Au Pérou, nous sommes de nombreux peuples originaires, 45, 41 en Amazonie et 4 à Los Andes. Une grande partie est amazonien, c'est-à-dire une grande partie de mon pays est ancestrale. Ici ont vécu non seulement les Incas, mais divers peuples originaires qui, jusqu'à aujourd'hui, résistent et protègent le territoire. Malgré cela, ils vivent dans l'exclusion, la discrimination et le racisme, des problèmes qui en intensifient d'autres. Les principales carences sur le territoire amazonien, ce sont des nécessités de base non couvertes, particulièrement les citoyens des peuples originaires voyagent pendant des heures pour arriver dans des villages où il n'y a pas de médicaments et les services médicaux sont précaires. On leur dit d'aller dans les principales villes du pays comme Lima, Trujillo, etc. Mais le pire, c'est qu'ils reviennent souvent sans vie. En 2019, mon frère est décédé dans une ville de la côte à 2 jours de voyage en ambulance depuis mon village. Pendant la pandémie, notre leader, blessé dans le conflit
de 2 ans auparavant est mort également dans un conflit 2 ans auparavant est mort loin de sa terre. L'éducation est également pauvre. Les femmes sont abusées et ne trouvent pas de justice. À ceci s'ajoutent les conflits environnementaux. En Amazonie, il y a des conflits pour le territoire, pour les activités économiques illégales, la violation des droits humains et l'assassinat des défenseurs environnementaux. On nous stigmatise comme des personnes violentes, mais ce n'est pas vrai. Et je vous en donne un exemple. En Amazonie, il y a des insectes appelés des guêpes. Ils vivent dans leur nid et ils vivent si l'on ne touche pas leur nid, mais ils piquent si on détruit leur nid. Et nous, les peuples amazoniens, ne réagissons jamais violemment si on ne détruit pas nos territoires dans la haine de leurs règles. Mais assez souvent, on ne respecte pas les peuples. Par exemple, dans le conflit Baguaso, un conflit pour le territoire, sans une prise de leur territoire sans consultation préalable, qui a eu 33 Péruviens sans vie, 23 policiers civils, et il y a eu plus de 200 blessés. Ces faits ne peuvent pas se répéter. C'est l'heure de l'unité, c'est l'heure de tisser des liens sociaux, de trouver un rêve commun pour faire une société plus juste. La nouvelle génération des jeunes des peuples originaires, à partir des blessures ouvertes historiquement dans un pays comme le mien, ont appris à se préparer dans tous les aspects nécessaires pour parvenir à l'unité et au dialogue entre les peuples péruviens. L'espérance est dans les jeunes qui ne doivent pas perdre l'opportunité de l'unité, le dialogue entre eux et avec le gouvernement, ainsi que la protection de l'Amazonie et du pays. Pour nous, les jeunes, c'est l'espoir, mais nous avons besoin de nos ancêtres, de nos pères et de nos mères pour apprendre leurs leçons, de leurs réussites et de leurs échecs. C'est pourquoi, au Pérou, la réconciliation est cruciale. Sans cela, il sera impossible de construire un monde meilleur pour toutes et tous. Dans ce sens, je salue la politique de travail de l'ambassade du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bikut Toribio Sanchim. Merci pour la description de toute la description dans la région amazonienne, qui souligne les thèmes communs avec la présentation d'Angela sur les défis concernant les droits de la personne, les services publics et les problèmes environnementaux. Tu termines également avec le thème de l'espoir pour la prochaine génération, comme Angela l'a fait. Je voudrais maintenant céder la parole à Carmen Tamari Espinal. Carmen est communicatrice sociale de l'Université amazonienne de Panu en Bolivie. Elle est d'origine aymara. Elle a travaillé dans le canal de l'État de la Bolivie et en mai de cette année, elle s'est rajoutée au programme d'expérience professionnelle. Elle s'est incorporée au programme d'expérience professionnelle. Carmen, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis heureuse de me trouver dans ce panel et j'ai également préparé quelque chose qui pourrait un peu contextualiser ce qui se passe dans mon pays et les problématiques que l'on vit en Bolivie. Eh bien, la Bolivie a été créée en 1825 sur une petite base qui était contrôlée par le pouvoir politique et économique de cette région et sans la participation des peuples autochtones. C'est un pays majoritairement autochtone car à son époque, 95% de cette population était analphabète. Et l'un des principaux problèmes que l'on vivait à cette époque-là, c'était qu'elles étaient victimes du dépouillement de leurs terres et de leur territoire. L'un des événements importants de l'histoire bolivienne qui a été important en bénéfice des peuples autochtones a été le vote universel.
avec le gouvernement du MNR, car à cette époque-là, seulement les personnes avec un certain statut social pouvaient voter. Donc, ça a été là l'un des événements importants. Un autre fait qui a également marqué l'histoire de la Bolivie, ça a été 2006, quand il y a eu un changement de gouvernement. Un nouveau gouvernement à la tête, qui avait à la tête Evo Morales, qui a autonomisé les paysans et les peuples autochtones à travers leurs quotas parlementaires. On a une représentation parlementaire maintenant. Il a souligné le thème de l'autonomie, l'autogouvernement, la protection des ressources forestières. Il y a eu des changements symboliques et maintenant nous sommes reconnus comme des peuples autochtones. Il y a par exemple le thème symbolique qui est très important, c'est la reconnaissance de nos leaders autochtones comme Tupac Kattar ou Bertolina Sissu et d'autres qui ont lutté historiquement pour la défense des droits des peuples autochtones. En 2009, il y a eu un changement de constitution dans la politique de l'État et la Bolivie a été déclarée comme un État plurinational et on reconnaît les 36 nationalités qui existent dans notre territoire. Et la langue officielle est l'espagnol, mais également les langues de ces 36 nationalités. Mais dans le cadre de ces normativités, l'on a légiféré en bénéfice des populations les plus vulnérables, ce qui est positif. Par exemple, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes peuvent avoir accès à une santé universelle et à des prestations sociales. Cela fait partie de ces changements qui n'ont pas seulement été politiques. Une autre chose importante est que l'on a augmenté l'estime de soi de la population autochtone. Parce qu'avant ce gouvernement, il était impensable qu'une personne autochtone pouvait gouverner ce pays. Mais maintenant, nous avons vu que c'est possible. Et c'est une des choses positives qui s'est passée dans ce pays. Cependant, toute action politique mène vers certaines difficultés, car politiquement, on a instrumentalisé le thème des organisations autochtones et paysannes et on les a politisées. Et même si maintenant, il continue à avoir un espace très important dans le pays, c'est de moins en moins important et on se soucie peu de promouvoir les thèmes autochtones. Le débat de l'agenda économique du pays est encore important dans notre pays, qui est souvent en conflit avec les droits des peuples autochtones, qui ont leur droit de protéger notre mer, la terre, notre Pachamama, de protéger la biodiversité. À un moment donné, le président Evo Morales a voulu devenir un référent mondial sur ce thème, mais les sociétés minières, carbonifères ont été contre. On a élargi les projets pétroliers qui ont occupé des territoires autochtones et des zones protégées. De même, sous le gouvernement du président Luis Arce, l'on a priorisé un modèle de réactivation économique, communautaire et productive qui est un programme qui l'a fait avancer, mais qui va contre l'environnement, malheureusement, contre la mer, terre et les droits des peuples autochtones, parce l'on a donné pas mal de terres à des entreprises privées, à des groupes ménonites et interculturels. En Bolivie, on a divisé la terre en terre élevée et terre basse. Donc, il y a les populations de la montagne et la population de l'Amazonie qui est basse. Et souvent, la population des terres hautes, sous la promesse qu'ils vont obtenir des
des terres utilisent ce droit pour envahir d'autres territoires, ce qui est une injustice pour d'autres peuples autochtones. Les projets, comme je vous le disais, les projets miniers et d'hydrocarbone occupent un tiers du pays, surtout dans les terres autochtones et les zones forestières protégées, comme je l'avais dit. C'est presque 7 millions d'hectares que l'on occupe pour ces projets qui déboisent nos terres et qui représentent 86% de ce territoire dans les départements de Santa Cruz et dans les territoires autochtones. Une autre chose dont on a débattu également cette année, c'est aussi parce que notre pays vit une crise économique, parce qu'il y a une chute des exportations de gaz du gouvernement bolivien. Et donc, il y a différentes mesures économiques qui ont été prises pour continuer à aller de l'avant. L'une de ces mesures est cette loi de l'or, si polémique, qui a pour objectif d'amplifier l'extraction minière et de régulariser l'achat d'or par le gouvernement afin d'optimiser la liquidité et le rendement des réserves internationales. Ceci a augmenté l'exploitation minière dans les territoires de l'Amazonie. Il y a une exploitation démesurée et beaucoup d'extractivistes sont financés par des entreprises étrangères sans le consensus des peuples autochtones dans leur territoire et sans aucun respect de l'environnement. On a procédé à l'extraction du minerai en contaminant. Excuse-moi, Carmen, nous allons avoir plus de temps pour développer ces thèmes pendant la présentation, mais nous vous prions de conclure. Oui, bien sûr, je termine. Donc, l'exploitation illégale démesurée, comme je le disais, provoque de nombreux problèmes sociaux et économiques pour les peuples autochtones. Donc, par exemple, on a ouvert de nouvelles voies et il y a de nouveaux groupes qui veulent s'emparer de nos territoires et cela crée des conflits et des problèmes sociaux. C'est pourquoi l'inclusion des peuples autochtones dans un modèle de développement plus durable est important pour l'avenir. C'est un thème que l'ambassade du Canada en Bolivie promeut auprès de la communauté internationale avec l'État plurinational de la Bolivie et bien sûr avec le soutien du haut commissaire des Nations unies et des droits de la personne. Donc, nous allons continuer à lutter pour ce droit. Merci beaucoup, Carmen, et pour mettre ces grands thèmes sur la table, y compris les langues autochtones, tout ce qui concerne les projets miniers et l'inclusion des peuples autochtones, y compris la loi de la consultation préalable. Nous allons vous céder la parole tout à l'heure. Pour l'Amérique du Sud, nous allons céder la parole à Gilberto et Alberto Quintero du Panama. Gilberto est un dirigeant communautaire du peuple indigène Ngabé du Panama. Actuellement, il fait partie du programme des professionnels autochtones dans l'ambassade du Panama au Canada, du Canada au Panama, pardon. Il a un master en administration et évaluation des projets de développement, ce qui lui a permis de travailler avec l'OIT aux Nations unies. Gilberto, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous dans cette table régionale autochtone.
Comme le modérateur l'a bien dit, nous appartenons aux peuples autochtones du Canada et nous voulons parler des progrès qui ont été faits en matière des droits fondamentaux pour les peuples originaires du Panama. Vous m'entendez bien? Nous sommes au Panama, nous sommes 7 peuples autochtones. La population totale est de 111 000 habitants, ce qui représente 15% de la population totale. Dans le cadre de la Journée internationale de la vérité et de la réconciliation, nous avons observé que l'expérience qu'ont eue les peuples autochtones du Canada dans leur lutte pour leurs droits est due à une situation qui n'est pas une exception en Amérique latine. Parlons du Panama. Le Panama, dans son histoire, le peuple Wuna, qui est le peuple qui a bataillé à travers une révolution, ce peuple a fait face aux impositions du gouvernement. La cultura y la tradición. Este hecho histórico sentó un precedente para que car il y avait un agenda de suppression des droits des peuples autochtones. Cela a incité les autres peuples autochtones pour lutter également pour la reconnaissance de leurs terres. Et même si dans l'Assemblée nationale, on n'a pas ratifié l'accord 169 de l'OIT, il y a eu une reconnaissance pour la démarcation des terres dans le cas du peuple Nvera. Et il n'y a pas longtemps, on a reconnu le territoire du peuple Nassau, un petit peuple qui a son propre territoire et sa propre autonomie. Nous voulons mentionner que malgré la reconnaissance légale des terres, l'inclusion des aspirations des peuples autochtones du Panama n'a pas été efficace dans son incorporation à la politique publique des gouvernements. Cependant, il y a eu des vulnérations et des menaces à leurs droits puisqu'ils ont fait l'objet d'interventions du gouvernement qui a voulu modifier leur structure et appliquer des lois sur les ressources minières. Il y a eu un événement au Panama très connu au niveau mondial sur le projet minier. Le peuple Mobé est sorti dans les rues et ça a déclenché une crise sociale au niveau de tout le pays, ce qui a créé un dommage très grave à l'économie nationale. Ce fait a obligé le gouvernement à prendre une décision pour créer le vice-ministère des Affaires autochtones pour consolider la gouvernabilité des peuples traditionnels. L'on a créé également le Conseil national des peuples autochtones du Panama pour soutenir le plan national des peuples autochtones qui est financé par la Banque mondiale. Ce projet a plusieurs composantes qui permettent de consolider les thèmes de l'éducation biculturelle dans le thème de santé, de l'éducation et de sécurité alimentaire. Il y a aussi un fait récent que nous saluons et c'est la création des peuples autochtones, l'Université des peuples autochtones. Nous considérons que l'expérience des peuples autochtones en Amérique du Sud et en Amérique du Nord sont importants. L'expérience est importante et pour nous, au Panama, il y a des leçons à retenir
Et il nous paraît que cette université permet de récupérer toutes ces connaissances. Nous voulons dire qu'il y a également un plan d'autonomisation des femmes autochtones au Canada. C'est là un projet qui a pour objectif d'incorporer la plupart des femmes, de les former dans l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent soutenir économiquement leur famille et obtenir des ressources. Nous considérons que c'est là un plan très ambitieux et nous soulignons le rôle de la femme autochtone dans le leadership. Et leur lutte fait partie des luttes ancestrales et elles font partie des politiques publiques au Canada. Pour finir, nous considérons que même si l'on est parvenu à des progrès dans ces thèmes d'éducation et de projets liés à l'éducation et à la santé, l'autonomie est encore faible. Merci, Gilberto. Est-ce que vous pourriez conclure? Je suis désolée parce que nous dépassons le temps. Oui, comme je le disais, pour finir, nous considérons que pour consolider le thème de la gouvernabilité, nous considérons que l'on doit consolider le ministère des peuples autochtones pour s'occuper des affaires autochtones au Panama. Merci beaucoup, Gilberto. Merci pour ta description du contexte du Panama. Merci pour ton explication des défis des politiques publiques concernant les peuples autochtones au Panama. Je voudrais à présent céder la parole à Max Hidalgo. Max Hidalgo est ingénieur en management et leadership. Il milite pour les jeunes et il est membre du mouvement Pachakutik. Il travaille avec les jeunes pour faire avancer les politiques publiques depuis les espaces populaires et favoriser la démocratie. Max, vous avez la parole. Merci. Une salutation à tout le monde, à ceux qui nous observent et surtout une salutation pour les gens de mon pays, l'Équateur. J'aimerais commencer par donner un panorama sur ce qui se passe, parce qu'il me semble qu'au-delà de la reconstruction, il faut parler également de la reconstruction. Nous devons dépasser la vision folklorique et nous devons insister sur la prise des décisions dans nos pays. Dans le cas de l'Équateur, ce mouvement commence tout d'abord avec le soulèvement autochtone de 1990. Et c'est là qu'on a commencé à se battre pour une construction d'un État plurinational constitué par les 18 peuples et 14 nationalités. Et c'est là que commence cette construction, cette reconstruction du tissu social. Donc, c'est un processus qui a déjà plus de 3 décennies en faveur de la prise des décisions des peuples autochtones. Nous avons cependant un long chemin encore à parcourir pour un plus grand pouvoir décisionnel. Il y a des conquêtes qui ont été faites, par exemple, concernant le thème de l'exploitation du Yasuni, qui, à travers la consultation populaire, a été rejeté. Nous avons dit non, et ça, c'est une lutte des peuples de l'Amazonie qui ont dit non, un non radical à l'exploitation de ces ressources.
Donc, nous voyons tout ceci de manière intégrale, non seulement comme un espace de la défense des droits de la nature, mais comme une défense de tous les êtres humains et des êtres vivants, parce que l'exploitation des ressources a un impact sur toutes les personnes. Donc, il y a eu de nombreux pas, des pas géants qui ont été faits pour les peuples et les nationalités. Mais il reste beaucoup de choses à faire parce que même s'il existe encore une normativité, même s'il existe encore différentes lois, lorsqu'on fait la consultation préalable pour l'exploitation des ressources, ensuite la loi n'est pas respectée. Le gouvernement délégitime la consultation populaire et essaye de continuer à exploiter le Yasuni. Donc, même si la normativité existe, même si les lois existent, on ne les respecte pas. Donc, dans ce sens, après 1990, l'éclatement social a eu lieu en octobre 2019. Donc, nous avons eu une position très importante pour une proposition de l'État multinational et pluriculturel qui est le drapeau que nous défendons. Et donc, en 2019, ceci commence à prendre beaucoup plus d'importance. Les peuples et les nationalités ont plus d'importance. Cependant, il me semble qu'il est pertinent de dire qu'il existe aussi un patriarcat dans les différents peuples et nationalités et le rôle de la femme est très important. Nous avons des femmes leaders de l'environnement, défenseurs de la nature, et il me semble que c'est une lutte que nous devons reconstruire. Nous devons construire une nouvelle vision en dehors du patriarcat et d'une vision colonialiste que l'on essaye encore de nous imposer depuis différentes visions étrangères. Voici ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Et oui, nous suivons tous ces événements concernant l'exploitation du Yasuni. Et c'est vrai qu'il s'agit là d'un défi pour le développement durable. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de la consultation des peuples autochtones. Nous cédons la parole à Omayra Marcela Cárdenas Mendoza. Omayra est une leader autochtone du peuple Cancuamo de la Sierra Nevada de Guanaguindua de Colombie, de la côte nord de la Colombie. Elle est avocate diplômée de l'Université populaire du César, spécialiste des droits de la personne. Omayra, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Une salutation cordiale depuis la zone urbaine de la zone du département de César, de la municipalité de Valle. Je merci de me donner l'occasion de partager cette connexion spirituelle et territoriale que nous avons, nous, les peuples autochtones de la Apoyala. Par rapport à la question qui nous convoque, je voudrais signaler ce qui suit. Il me semble qu'il y a des moments dans l'histoire qui montrent qu'il y a une nécessité de raconter ce qui s'est passé avec les peuples autochtones et parler du concept
de la réconciliation. La réconciliation, c'est un concept qui a été construit au niveau académique. Dans mon intervention, je dois signaler une partie de l'histoire qui est le moment de la République colombienne. Nous, les peuples autochtones, nous avons fait des exercices de ce qui est pour nous l'harmonie, le concept de la paix. Et dans ce sens, nous partons de ce moment historique de la République et je voudrais signaler quelque chose d'important et c'est la manière dont nous, les peuples autochtones, nous avons consolidé nos luttes et revendiqué nos droits et contribué au bien vivre à la coexistence dans le pays. Nous nous sommes mobilisés, nous avons connecté les uns avec les autres et partagé le message, notre agenda sur différentes plateformes. Dans cette grande mobilisation a permis d'avoir comme résultat la participation efficace des leaders autochtones dans le cadre de l'Assemblée nationale constituante qui a donné comme résultat la Constitution de 91. Avant, nous avions une Constitution de 1886 et là, nous sommes passés à une Constitution de 1981 où nous nous sommes reconnus comme un État de droit, où l'on a reconnu qu'il n'existe pas une nation homogène, mais que nous sommes une nation diverse culturellement et au niveau culturel et ethnique. Donc, on a reconnu comme principe constitutionnel la diversité ethnique et culturelle. Dans le cadre du conflit armé que nous avons souffert en Colombie, nous sommes 116 peuples autochtones et tout au long de l'histoire du conflit armé, dans ce qu'on appelait avant la guérilla la plus ancienne de l'Amérique latine, la FARC, là, on a compris l'impact démesuré de ces conflits sur les peuples autochtones. Et la mobilisation que nous appelons la Minga, toutes les stratégies menées à bien par les peuples autochtones ont fait reconnaître le déplacement forcé des peuples autochtones. Nous avons diffusé toute la souffrance qui a découlé de ce déplacement. Et donc, cela a donné lieu à un acte, l'acte T025, où l'on a reconnu de manière différenciée que 36 peuples autochtones étaient en danger physique et culturel. Et on a donné des ordres très précis. On a reconnu également le décret de 2011 qui a été la compilation, la reconnaissance des peuples autochtones comme victimes du conflit armé. Et on a reconnu le territoire et ses éléments. On a reconnu un principe du peuple autochtone et surtout le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie. Il y a aussi un fait historique important et c'est que l'on a reconnu nos instances, nos institutions autochtones comme la table permanente de concertation et des sous-commissions qui permettent le dialogue avec le gouvernement. Et finalement, nous reconnaître comme le troisième acteur des négociations qui ont eu lieu à la Havane et l'accord final de paix pour la fin du conflit armé. Et c'est là qu'a été consigné le conflit ethnique. Spécifiquement, le point numéro 3 sur la justice et la non-répétition,
qui ont repris une perspective ethnique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Aymara, Omaira, et merci de nous avoir expliqué le contexte du conflit armé et toute cette lutte pour la reconnaissance légale et constitutionnelle, ainsi que politique des droits des peuples autochtones. Merci beaucoup pour votre présentation. Et finalement, nous revenons au Mexique pour la dernière présentation de Yina Almaraz. Yina Dalila Almaraz Muñoz est une jeune leader de la communauté indigène Kumiai La Huerta. Elle est militante et promotrice de la culture des peuples autochtones de Basse-Californie au Mexique. En mars de cette année, elle est devenue la première stagiaire des personnes autochtones de l'ambassade du Canada au Mexique. Yena, vous avez la parole. Nyachak Spirwar, Ehan Champiwa, Ejania Maihak Show. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Je vais parler un peu du contexte des peuples autochtones au Mexique. Et je voudrais commencer par dire que cette journée servira pour rappeler notre vérité. Les résultats des processus coloniaux dans ces territoires et qui ont pendant longtemps été occultés, la manière dont les peuples autochtones ont survécu à de grands changements, l'invisibilisation, la méconnaissance et l'assimilation d'identités qui sont étrangères à notre cosmovision et la culture et notre culture. Au Mexique, il existe 68 langues autochtones et beaucoup d'autres qui ont disparu à cause de la colonisation. Parmi les 68 actuelles, il y a 364 variantes linguistiques. Nous sommes un pays qui est identifié comme pluriculturel. Cependant, pour ce qui concerne les thèmes de la société et des lois, la présence de la voix et de l'autonomisation des peuples autochtones est presque nulle. Notre pays est promu comme un pays riche en culture, art et folklore, riche en ressources naturelles, mais les peuples autochtones ne font pas uniquement partie du folklore, mais également nous faisons partie du territoire. Nous sommes dans la racine du peuple mexicain. Nous avons lutté pendant longtemps pour nos terres, nos ressources, notre identité. Nous savons qu'il y a différentes ententes entre l'État et la nation et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'une relation plus horizontale est de grande importance. Sabemos que Nous savons qu'il est de plus en plus difficile pour nous de continuer avec la forme de vie de nos ancêtres, car actuellement, c'est plus difficile d'expliquer notre manière de penser ou de vivre. Nous devons souvent quitter nos communautés pour chercher de meilleures opportunités économiques, de santé, d'éducation pour nos populations. Cependant, il est difficile de maintenir cette connexion si nous n'avons pas si nous perdons la connexion avec notre territoire. Mon séjour à l'ambassade du Canada au Mexique a été une manière d'intégrer la vision autochtone dans la diplomatie. Moi, je suis architecte, mais depuis l'âge de 9 ans ou 10 ans, j'ai été militante sociale grâce à la connaissance que m'ont léguée
ma mère, ma grand-mère, je sais quelle est mon origine, je continue à vivre dans mon territoire. Cependant, il est de plus en plus difficile pour moi de transmettre toutes ces connaissances aux générations suivantes. La disparition de notre identité mexicaine nous oblige à vivre deux vies. La vie, notre vie de communauté autochtone, et donc je dois, et la vie qu'on nous exige. Donc je dois me former en connaissance sur la défense de l'eau, défense de nos ressources naturelles et je dois continuer à vivre comme l'ont fait nos ancêtres. Voilà, et je voudrais profiter de cette grande journée et il me semble qu'il s'agit là d'une des bonnes choses que l'on peut copier d'autres pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de parler de ce défi de l'inclusion des peuples autochtones. Après ces 7 présentations, on peut penser que le défi est presque insurmontable dans tous ces pays. Ce que je veux faire pendant les minutes suivantes, c'est d'ouvrir la conversation sur ce qu'impliquent ces différents contextes. Et je voudrais demander à chaque panéliste de parler 2 ou 3 minutes sur leur perspective, sur ce que signifie la réconciliation avec les peuples autochtones. Ce thème que nous avons commencé pendant ces présentations. Et finalement, une question qui est très importante pour le gouvernement du Canada, c'est comment on peut développer une meilleure relation horizontale entre les gouvernements et les communautés autochtones. Que pouvons-nous faire malgré tous ces défis? Comment pouvons-nous marquer une différence dans ce long chemin de réconciliation? Après cette conversation, nous aurons l'occasion d'ouvrir la conversation vers les questions de l'auditoire. Vous pourrez écrire ça sur le chat et nous aurons environ 10 minutes pour clôturer avec les questions de l'auditoire. Ce sera l'occasion pour répondre à d'autres panélistes. Je vais demander aux panélistes de parler dans le même ordre dans lequel ils ont parlé. Vous aurez 2 ou 3 minutes seulement. Je suis désolée d'être strict avec le temps, mais nous avons seulement 2 ou 3 heures pour ce dialogue aussi ambitieux. Nous allons donc continuer dans le même ordre des présentations, s'il vous plaît. Donc, nous allons céder la parole à Angela, s'il vous plaît. Angela, vous pouvez faire vos commentaires. Merci. Merci à tous les panélistes pour vos présentations. Quant à la première question, que signifie la réconciliation pour les peuples autochtones? Je pense que je l'avais déjà mentionné, mais la réconciliation doit
prendre en considération l'esprit, la famille et la communauté. Nous devons nous réconcilier et guérir tous les dommages qui ont été faits. Nous devons guérir et autonomiser les peuples autochtones. Nous devons comprendre que les peuples autochtones peuvent se guérir eux-mêmes et soutenir les personnes qui ont été traumatisées et blessées par ce qui s'est passé, pour que nous puissions naviguer dans ces eaux turbulentes et nous puissions vivre avec la charge émotionnelle que nous avons. Les organisations autochtones doivent être autonomisées par le gouvernement pour que les appels pour l'action établis par les commissions de réconciliation ne soient pas gérés uniquement par l'une des parties, mais pour que nous y participions tous. Ces appels pour la justice doivent être mis en pratique. Doivent permettre de recréer des lois autochtones où nous ne soyons pas seulement une partie de ce qui est fait, afin que nous ayons vraiment un rôle important dans ce processus, pour que nous en finissions avec les habitudes patriarcales. Dans nos peuples autochtones, nous travaillons avec nos parents, les animaux. Nous protégeons la terre, l'eau. Et c'est ainsi que nous guérissons. Nous devons créer des espaces que la santé, c'est un tout. Et nous devons tous être conscients de notre rôle personnel. Les jeunes sont les plus importants dans ce processus. Nous devons pouvoir créer une relation entre nous pour nous assurer de mettre les enfants au centre. Mais parfois, ce sont des enfants de 40 ans qui ont beaucoup souffert quand ils étaient petits. Merci beaucoup, Angela. Nous comprenons votre message relatif à l'importance de chaque enfant et pourquoi l'on doit créer les espaces pour pouvoir avoir un véritable dialogue fondé sur le respect. Et nous espérons que l'événement d'aujourd'hui aidera dans ce sens. Bikut, tu veux partager tes réflexions sur ces questions? Son dos preguntas, me parece importante acotar un poco sobre la reconciliación. Il y a deux questions sur la réconciliation. Eh bien, il me semble important de dire que la population amazonienne, péruvienne, qu'elle comprenne ce que c'est que la réconciliation. Pour nous, la réconciliation, ce n'est pas seulement de demander pardon. Il ne faut pas que ça se limite au geste politique, parce que c'est un geste politique qui s'est répété à de nombreuses reprises. Mais dans la pratique réelle de la vie, les mêmes erreurs pour lesquelles on avait demandé pardon se répètent historiquement. Donc, il y a des antécédents qui nous disent qu'un acte politique n'est pas suffisant pour nous. La véritable réconciliation pour la reconstruction est nécessaire. Mais c'est une réconciliation avec des engagements et des actes, avec un travail constant. Je pense que c'est cela qui va consolider davantage la société en tant que nation. Et c'est pour cela qu'il faut passer à la deuxième question. Quelle peut être notre relation à présent? Je pense qu'au niveau du pays,
il est nécessaire de faire participer les peuples autochtones dans les décisions pour qu'il y ait une relation plus directe, plus sincère et plus transparente, et pour améliorer la compréhension de la réalité. Comme nous l'avons vu, nous sommes 55 peuples originaires avec une réalité différente, et cela est possible seulement si nous travaillons tous ensemble. Merci beaucoup, Bikut. Nous cédons la parole à Carmen. Merci beaucoup. Je suis pleinement d'accord avec ce qu'a dit Bikut. Je pense qu'il ne suffit pas d'une reconnaissance sur le papier, mais qu'il faut un véritable dialogue honnête et sincère. Ce serait ça, une véritable réconciliation. La reconnaissance des us et coutumes de chaque peuple originaire. On ne peut pas mettre dans un sac l'égalité. Chaque peuple autochtone a un vécu différent. Il y a chacun a son vécu en commun, son vécu particulier, pardon. Et c'est à partir de cela qu'on peut créer de meilleures politiques pour chaque peuple. Une des mesures fondamentales que devraient prendre les gouvernements, c'est le dialogue honnête avec ces peuples autochtones, pour qu'il y ait des projets réels depuis la reconnaissance des peuples autochtones. Peut-être que nous avons une mentalité trop extractiviste. Nous pensons parfois que c'est la seule manière d'obtenir des ressources pour un pays, alors que la richesse, la force et la solution se trouvent dans les peuples autochtones. Donc, nous ne pouvons pas uniquement nous occuper d'une voie de progrès, mais c'est de la main des peuples autochtones et des peuples autochtones de nos pays que nous devrons trouver notre chemin. La Bolivie, par exemple, est un pays qui a pas mal de ressources économiques qui peuvent permettre de faire avancer ce pays. Mais malheureusement, il y a une mentalité très extractiviste et l'on croit souvent que c'est là la seule manière d'agir et ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, Carmen. Gilberto. Está todavía en mute. Ahora sí. Perfecto. Pardon. Maintenant, vous m'entendez? OK, merci. Pour répondre aux deux questions, concernant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, notre perspective est que ce progrès en matière de droits doit servir de base pour les peuples autochtones de toute l'Amérique du Sud, de toute l'Amérique centrale, puissent se répéter. Même si nous avons conquis des espaces politiques, la distribution de la richesse a été le dénominateur commun. On n'inclut pas les peuples originaires. Pour nous, le cas de la Bolivie continue à être un modèle pour d'autres pays. Nous aussi, on voudrait un jour qu'un représentant des peuples autochtones puisse gouverner le Panama. Cependant, cet échange nous permet de comprendre l'importance
de la protection de nos cultures et de l'environnement. Et c'est là un modèle pour les projets que nous développerons à l'avenir. Quels seraient les espaces horizontaux? Par exemple, nous sommes parvenus à une visibilisation dans les institutions publiques, mais malheureusement, le budget est insuffisant. Nous considérons qu'un ministère des Affaires autochtones pourrait consolider la gouvernance des territoires et concevoir des politiques publiques à partir de notre propre cosmovision, pour que ce ne soit pas d'autres groupes qui décident la destinée de nos peuples. Je pense que nous avons fait des progrès et espérons qu'à l'avenir, nous pourrons démontrer aux autres groupes que l'inclusion est possible. Dans ces termes, merci beaucoup. Gilberto. Y ahora Max Merci Hidalgo. beaucoup, Gilberto. Et maintenant, nous cédons la parole à Max Hidalgo. Muchas gracias. Respondiendo un poco a las dos preguntas en el cuanto al tema de la reconciliación. Pour répondre aux deux questions par rapport au thème de la réconciliation. Je crois que nous serons tous d'accord dans le sens où la réconciliation, juste au niveau politique ou de parole, n'est pas suffisante, qu'il faut une véritable réconciliation dans les actes, dans les actions concrètes et ponctuelles. Comme on l'a dit, il faut une reconstruction sociale. Nous faisons partie d'un tout. Les communautés autochtones ne sont pas des isolats. Nous faisons partie de la structure de la population, de nos États. Ils sont des sujets de la prise de décision. Malheureusement, assez souvent, l'on nous réduit aux visions folkloriques des vêtements, de notre cuisine, mais nos communautés, nos cultures vont au-delà de ces petites particularités qui sont les seules qui retiennent l'attention des gouvernements. Et si l'on parle de l'horizontalité, je pense que ce qui est essentiel, c'est le respect. Le respect des prises de décision de chacun des peuples et des nationalités, puisque chacun représente une réalité différente. Et depuis les gouvernements locaux, on ne peut pas imposer une manière de réaliser les choses. On doit comprendre ce qu'est la réalité et ce que cherchent les peuples et les nationalités de chacun des pays. Nous devons construire sur cette base au lieu de venir auprès des peuples autochtones en disant c'est nous qui avons la recette de votre développement et voilà la chose dont vous avez besoin. On doit écouter les peuples autochtones eux-mêmes et c'est cela qui va vraiment permettre de construire nos sociétés. Donc, allons au-delà des particularités folkloriques qui sont souvent la seule chose qu'on voit pour arriver à la participation des peuples autochtones dans les espaces décisionnels des différents pays. Merci. Omaira. Nous cédons la parole à Omaira. Muchas gracias. Bueno, también creo que ha sido de manera reiterativa las intervenciones que Merci. han antecedido de exponer
Je crois que de manière réitérée, on a insisté sur la reconnaissance des peuples autochtones au-delà de la simple rhétorique. Orale ou écrite, je pense que pour une véritable relation d'égal à égal, de gouvernement à gouvernement, comme on dit ici en Colombie, on doit reconnaître les institutions et les autorités autochtones et leur participation dans la structure de l'État. On reconnaît les droits autochtones de manière dogmatique, mais au moment de la véritable mise en œuvre, on cesse d'être des sujets de droit pour n'être que des récepteurs de politiques publiques homogènes qui ne prennent pas en considération notre diversité. Donc, la réconciliation ne doit pas se limiter à un jour de célébration, mais à toute une année de reconnaissance d'une manière différente de vivre. Nous, en fait, plus que de réconciliation, on parle d'harmonie. Donc, les politiques du gouvernement pour les 116 systèmes des peuples autochtones en Colombie, il faut une bonne coexistence dans les territoires. Il y a des interventions macroéconomiques sur nos territoires et l'on méconnaît nos luttes, nos revendications. Donc, nous devons vraiment reconnaître les peuples autochtones comme de vrais sujets politiques afin que nos visions cosmogoniques aillent au-delà du papier pour une vraie reconnaissance égalitaire. Nous devons participer dans toutes les structures et toute la pensée institutionnelle, justement pour garantir l'inclusion de cette vision autochtone. Je pense que c'est là un défi pour nous, les peuples autochtones, de continuer à incider sur les politiques afin que l'on reconnaisse que nous faisons également partie de l'État avec une capacité de décision et sur ce qui va se passer dans nos peuples et dans nos territoires. Merci, Oymara. Et finalement, nous cédons la parole à Yina. Merci beaucoup. Ainsi que les autres camarades qui ont participé ici, je voudrais dire qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation avec les peuples originaires sans compréhension mutuelle, s'il n'y a pas d'horizontalité, comme on l'a dit. On a toujours essayé d'inclusion, mais dans le système qui existe déjà. Max nous parlait de la restructuration. Parce que nous, là, on fait partie d'un processus historique qui doit être restructuré avec une réconciliation réelle. Depuis des années, on a méprisé notre façon de vivre et on a essayé de nous faire disparaître, de nous assimiler à d'autres nationalités. Dans mon cas, mon peuple a été divisé entre deux nations, entre deux pays. Et nous, on est resté avec une identité étrange qui n'appartient ni à un pays ni à l'autre. Les lois parfois sont étranges.
Notre manière de vivre, c'est une autre manière de concevoir la nature, la religion. C'est très différent de la pensée coloniale. Nous voulons une inclusion réelle, pas seulement dans le folklore. Parfois, on pense que l'inclusion, c'est donner plus de voix, plus de visibilité. Mais la visibilité par elle-même ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va visibiliser? Nous voulons que les prises de décision se fassent à partir des perspectives autochtones. Nous avons une manière différente de voir les choses. C'est comme si on parlait une langue étrangère. Nous, on a toujours dû s'adapter aux lois et aux impositions qui nous ont été faites. Mais lorsque nous parlons des règles dans nos territoires, on ne les respecte pas. Donc, si nous voulons une inclusion réelle, c'est de nous traiter comme ce que nous sommes, des personnes égales qui ont une identité différente. Merci, Ina. Toute cette conversation montre bien qu'il est facile pour un gouvernement de faire un geste, un acte symbolique. Mais l'inclusion fera partie des actes de tous les jours. C'est quelque chose de plus complexe et qui doit être présent dans toutes les actions du gouvernement. Il nous reste 10 minutes pour les questions du public. Malheureusement, nous n'aurons pas du temps pour toutes les questions. J'ai choisi quelques questions que je veux, auxquelles je pense que l'on pourrait répondre. La première question est pour Angela parce que c'est une question sur le contexte canadien et c'est de Roxana Doulon. Je vais essayer de traduire cette question. Au Canada, on parle davantage de réconciliation alors que les autres personnes parlent davantage de respect des ressources naturelles. Que se passe-t-il avec les ressources naturelles dans les territoires des Premières Nations du Canada? Et j'ai d'autres questions que je poserai tout de suite. C'est une question de Belkis Florentina Esquilo Torres. Quel doit être le système d'éducation pour la réconciliation dans un pays multiethnique et pluriculturel? Pour Omaida et Angela. On va s'en tenir à ces deux questions et on va voir si ensuite nous allons avoir plus de temps pour d'autres questions. Angela, vous avez la parole. Bonjour. Par rapport à la première question sur les ressources naturelles au Canada, pour répondre aux peuples autochtones et à la diversité, et ce que nous faisons comme activisme, bon, je ne peux pas parler par rapport à tout le Canada. Moi, je travaille directement avec les gens qui ont souffert des traumas et nous répondons à la violence de genre sur les femmes
et les filles autochtones, mais nous travaillons parfois sur les ressources naturelles. Et beaucoup de personnes ont été déplacées de leur terre parce qu'il y a eu des inondations de leur territoire ou l'érosion de leur territoire. Par exemple, près de certains lacs, il y a eu beaucoup d'érosion et les espaces sacrés où étaient enterrés nos ancêtres ont disparu. Et dans ce cas-là, le gouvernement, la couronne ou le gouvernement ont pris le contrôle de la zone et des ressources naturelles. Donc, nous devons trouver des stratégies pour récupérer nos territoires. Et beaucoup de personnes au Canada qui essayent de protéger les ressources naturelles doivent souvent faire face au système légal du Canada et doivent faire face aux lois colonisatrices. Parce qu'on leur dit, vous n'avez pas le droit d'être dans ce territoire parce que ça appartient à une autre personne. Et c'est un peu ce qui arrive à tous les panélistes aujourd'hui. On nous accuse de commettre des actes illicites, alors qu'en réalité, nous sommes en train de défendre nos terres. Je cède la parole à Omaira. C'est une question importante parce que je pense que les systèmes éducatifs ont été des outils qui ont inséré des éléments non autochtones dans l'esprit des gens. Et donc, il faut également décoloniser l'éducation et faire comprendre que les peuples autochtones sont des sujets de droit et non pas du folklore culturel. L'on doit reconnaître les savoirs des peuples en tant que science. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule forme de pensée et comprendre que les peuples autochtones ont transmis des savoirs et dans le cas spécifique des femmes autochtones, nous, les femmes, on joue un rôle important. Donc, même si certains exercices de dialogue ont été faits sur le système éducatif interculturel autochtone, et même s'il y a eu des progrès dans notre pays, il faut continuer à travailler au niveau pédagogique pour reconnaître la sagesse de nos peuples et comprendre que le savoir n'est pas quelque chose d'homogène. Et nous devons reconnaître l'épistémologie de chaque peuple par rapport à la vie et à la vision intégrale et collective. Cela aidera à combattre la discrimination, le racisme qui existe dans les institutions elles-mêmes. Il y a un racisme institutionnel. On doit comprendre que nous sommes face à une diversité de savoirs et de pensées. Il ne suffit pas de changer les programmes d'études et d'inclure des chaires souvent dirigées par des personnes non autochtones sur des thèmes autochtones. Il faut une construction conjointe de la réconciliation ou de l'harmonisation pour concevoir ensemble le pays. Je voudrais à présent adresser la même question à Angela, parce que la personne qui a formulé cette question l'a adressée également à Angela.
Donc, je répète la question. C'est une question sur le système éducatif. Je pense qu'on devrait aller au-delà des livres parce que nous avons un système éducatif où nous sommes passés d'un système à un autre, où essentiellement nous faisons tout d'une manière occidentale. Nous avions un système autochtone et nous avons dû adopter le système occidental. Nous avons dû travailler avec les jeunes, avec les professeurs et nous avons dû reconnaître qu'il existait des connaissances qui n'existaient pas dans les livres. Il y a beaucoup de connaissances ancestrales qui ne sont pas reconnues dans les institutions éducatives parce que ces personnes n'ont pas des études occidentaux. Mais nous avons des systèmes de justice, par exemple, dans la résolution des conflits. Nos personnes âgées n'ont pas de licence, par exemple, mais ils sont aussi sages que celui qui a un doctorat. Donc, nous devons reconnaître ce que nous ont hérité nos ancêtres. Nous avons beaucoup de connaissances qui sont essentielles pour le développement de nos enfants et cela est souvent oublié. Comme nous n'avons pas des licences ou des diplômes occidentaux, l'on considère qu'on n'a pas de connaissances. Mais nous avons des connaissances sur nos espaces, nous connaissons l'importance de reconstruire nos espaces et dans ce cas, l'éducation doit aller au-delà de ce qui est enseigné dans les universités et prendre en considération la manière autochtone d'apprendre. Merci. En tant que diplomate et professeur, j'aime beaucoup que nous ayons cet espace où nous pourrons comprendre qu'il y a différentes manières d'apprendre et que nous pourrons construire des ponts pour aller au-delà des cartes, des diplômes et ouvrir nos murs au-delà de nos écoles. Merci pour vos contributions et vos réflexions tout au long de la journée. Merci à tout l'auditoire. En ce moment, nous avons un dernier discours. Nous avons une dernière présentation de Judy Hughes, qui est de l'Association des femmes natives du Canada. Elle est l'assistante spéciale et directrice exécutive de l'Association des femmes natives du Canada. Pendant les 45 dernières années, Judy a contribué à l'égalité et la sécurité des femmes autochtones et les droits de la communauté LGBTQI+, sur les thèmes de prévention de la violence, la justice, le logement et l'entrepreneuriat. Elle est de nationalité Métis et elle vit sur le traité 4 et la terre natale des Métis au Saskatchewan, au Canada. Judy, le sol est à vous. Merci beaucoup. En premier lieu, je voudrais reconnaître le territoire du traité 4 et la terre ancestrale des Métis où se trouvent mes ancêtres. Merci pour cette gentille invitation pour participer à cette troisième table ronde qui est fondamentale pour comprendre notre perspective, particulièrement dans ce point de notre histoire où nous pouvons tous avoir l'occasion de comprendre quelle est la triste réalité de notre passé au Canada et où nous pourrons avoir l'occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Il y a eu des écoles résidentielles, des extractions forcées dans les années 60
des lois sur les peuples autochtones, qui ne les prenaient pas en considération, des génocides, tout ce qui s'est fait connaître, par exemple également sur les femmes disparues au Canada. L'association dans laquelle je travaille, c'est l'association des femmes autochtones la plus grande du Canada et nous représentons les peuples autochtones des Premières Nations, Métis, Inuits. Nous représentons également les personnes de la communauté LGBT, coucou, les deux esprits. Nous travaillons avec les 13 provinces. Nous avons des représentants dans chacune des provinces du Canada qui incluent 4 jeunes et 4 personnes âgées qui ont toujours le droit de vote. Et après janvier 2024, nous allons avoir une place supplémentaire dans notre conseil pour avoir un représentant de la communauté deux esprits LGBTQIA et autres. Par rapport à l'inclusion autochtone et ce qu'il s'agit, la création des relations de confiance est essentielle pour pouvoir créer un environnement sûr et respectueux pour que nous puissions apprendre et communiquer entre nous. Il s'agit d'apprendre à reconnaître les différences dans nos perspectives, nos langues, nos manières d'être, nos manières d'être et d'apprendre. Une fois que nous aurons cette relation de confiance, nous essaierons d'établir des alliances. Bien sûr, nous savons que cela ne se fera pas d'un jour à l'autre. C'est une chose sur laquelle nous travaillons depuis 500 ans et espérons que nous aurons bientôt plus d'équilibre dans la relation entre nous. Pourquoi est-ce que l'inclusion autochtone est importante? Elle est importante parce qu'elle favorise l'autodétermination autochtone et la décolonisation. Elle nous aide à reconnaître les barrières qui existent dans les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Et cela nous permettra de nous reconnaître mutuellement. Cependant, il existe encore beaucoup de racisme et de discrimination. Et nous savons qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Demandez-vous, par exemple, comment est-ce que vous incluez les peuples autochtones dans ce que vous faites et comment vous incluez ou excluez des personnes de la communauté autochtone ou de la communauté LGBTQ dans vos espaces de travail. Une des meilleures pratiques que je peux mentionner parce qu'on ne m'a donné que 5 minutes, c'est ce qu'on fait à Saskatchewan, la province où j'habite, qui est essentiellement une province agricole. Une des meilleures pratiques qu'on a vues au Saskatchewan, c'est que nous autonomisons les agriculteurs dans les zones autochtones parce que quand ils partent à la retraite, maintenant ils rendent les terres de manière gratuite aux Premières Nations. Auxquelles appartiennent ces terres, tel que cela a été établi dans ces traités. Tout le monde ne l'a pas fait, mais certains l'ont fait. Une autre chose que je mentionnerai, c'est la recherche internationale sur les femmes disparues. Nous voulons que l'on reconnaisse ce qui s'est passé et que nous puissions garantir une vie libre pour nos populations. Nous avons avec nous 4 entreprises qui travaillent au Québec, 4 sociétés, dont l'une qui donne des services artisanaux
Peut-être que certains connaissent notre association NWKC, puisque nous achetons de l'artisanat de beaucoup d'autres pays, pas seulement du Canada. Nous pouvons acquérir l'artisanat à des prix très raisonnables et nous avons des espaces dans nos bâtiments où l'on peut réaliser des événements et des réunions. Et nous recevons, c'est une manière dont nous recevons des revenus et nous avons une cuisine où nous formons des chefs autochtones et nous proposons des services au restaurant puisque nous avons une carte autochtone. Et nous avons en plus notre propre restaurant et nous avons une galerie d'art. La galerie d'art expose des œuvres des peuples autochtones et des communautés LGBTQ. Toutes les œuvres sont mises sur nos murs et sont en vente pour celui qui voudra les acheter. Les gouvernements des provinces, par exemple, ont acquis ces œuvres, ce qui permet aux artistes autochtones d'avoir des revenus et permet de promouvoir les droits de ces personnes qui ont créé ces œuvres. Je n'ai plus de temps, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la manière dont on peut vous aider à parvenir à une indépendance économique, je vous recommande un livre dont je voudrais qu'on mette le lien sur ce chat pour que vous puissiez connaître ce livre. Quisiera ahora invitar al embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter. Je voudrais maintenant demander à l'ambassadeur du Canada en Équateur, Stephen Potter, à partager quelques mots de clôture. Merci, monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie tous, toutes et tous pour votre participation depuis les différents pays, le Canada, le Mexique, la Colombie, la Bolivie et le Canada. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les expériences d'inclusion et de réconciliation ou de reconstruction et d'harmonisation pour chaque pays. Chaque pays a des réalités, des perspectives différentes. Même si nous avons traversé des chemins différents dans une recherche pour la réconciliation, je vois que cela a été un processus assez long et difficile. Le Canada n'a pas été l'exception. Et maintenant, nous pouvons les reconnaître et nous sommes dans un processus complexe de réconciliation. Pour le gouvernement du Canada, une partie importante de ce processus de réconciliation a été d'établir un jour spécial, le 30 septembre, pour pouvoir consacrer du temps à réfléchir sur les tragédies des écoles résidentielles et pour nous rappeler que tous les jours, nous devons travailler en faveur d'une véritable réconciliation. Il est pour nous très important de maintenir ces espaces qui nous donnent l'occasion d'échanger des expériences et des perspectives, ainsi que de nous connecter entre nous. Les recommandations et expériences partagées dans ce panel nous permettent de contribuer au processus de chaque pays avec une perspective différente. A los panelistas hemos aprendido mucho de sus... Aux panélistes, nous avons beaucoup appris de vos réflexions. Nous sommes heureux
d'être dans cette table ronde. Pour nous, en tant qu'ambassade du Canada en Équateur, nous avons soutenu plusieurs projets pour autonomiser les femmes et éliminer la violence contre elles. La perspective de genre a permis aux femmes de participer au dialogue de manière inclusive. Nous soutenons également un processus plus élargi de dialogue entre les représentants autochtones au gouvernement. Et ce n'est pas facile. Avant de terminer, je voudrais remercier l'ambassade du Canada au Mexique pour son leadership dans les tables rondes et toutes les autres ambassades du Canada dans la région qui soutiennent cette initiative. Toutes les ambassades sont dans un processus de réconciliation. Une salutation toute spéciale aux personnes qui se sont unies à ce dialogue à travers les différentes plateformes. Nous sommes encore sur un chemin qui est long à parcourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Avant de conclure cet événement, je voudrais demander à Juliana de Amazigh de nous montrer la pièce sur laquelle elle a travaillé pour qu'elle nous montre ce qu'elle a inclus dans ce rapport graphique. Je vais donc vous montrer le travail sur la première partie de la conversation. Tout d'abord, nous avons entendu les contextes par pays. La partie où vous dites nous sommes des peuples en résistance. Il y a des résultats sur des questions transversales pour tous les peuples autochtones. Par exemple, la défense du territoire, les garanties de gouvernabilité, les questions économiques, les questions sur les politiques publiques et des cadres normatifs réellement obligatoires contraignants pour les gouvernements et les questions des conflits armés. On parle de réconciliation comme quelque chose de nécessaire pour guérir collectivement, mais on ne peut pas reconnaître les symptômes, mais on ne reconnaît pas les symptômes provenant des traumas et du génocide. C'est quelque chose d'historique et de structurel. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réconciliation qui soit une véritable reconstruction du tissu social. Par exemple, l'inclusion réelle qui articule les gouvernements et les communautés, la justice, la compréhension de la diversité ethnique, des us et coutumes particuliers des différents peuples autochtones, une reconnaissance mutuelle de la position, du rôle et de la circonstance historique de l'autre, la confiance indispensable pour tisser des actions réelles avec des budgets réels, une participation des peuples autochtones en tant que sujets et pas des objets de représentation, et la nécessité de commencer par reconnaître d'autres visions du monde et la reconnaissance des droits des participatifs des peuples. On a besoin de processus de décolonisation réel allant au-delà qui soit présent dans les gouvernements. J'espère avoir repris les principales idées. Je suis attentive au cas où les panélistes auraient des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Juliana. Nous allons partager cette infographie dans les pages, dans nos réseaux sociaux. Nous vous incitons tous à partager ceci également. Merci à tous